Donc je vous propose d'enchaîner avec la dernière table ronde où nous allons parler donc d'agriculture, d'alimentation locale et de biodiversité. Et pour cela, donc, j'invite à me rejoindre à la table ronde Alix Sauve, scientifique à l'Université de Bordeaux, Manon Larouquère, chargée de mission Néoterra à la direction de l'agriculture région Nouvelle-Aquitaine, Pierre Gratadour, maraîcher sur la métropole, et Béatrice Defrançois, maire de Parampure et conseillère métropolitaine déléguée au développement de l'agriculture de proximité et des circuits courts. Pour introduire la table ronde, je laisse la parole à Aurore de Mello. Donc cette table ronde a pour objectif de montrer le lien étroit entre biodiversité et agriculture. Nous montrerons comment nos pratiques agricoles peuvent influer sur le milieu naturel, mais aussi comment le milieu naturel peut contribuer à la production alimentaire. Donc pour illustrer ces propos, il va y avoir une première vidéo qui va vous montrer qui parle du déclin de l'abeille et les conséquences pour l'homme. J'insiste quand même sur le fait que l'abeille n'est pas le seul pollinisateur et que les autres sont tout aussi importants. Si les abeilles disparaissaient, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. Cette célèbre citation, attribuée par erreur à Albert Einstein, a beau être fausse, il n'en reste pas moins que les colonies d'abeilles s'effondrent partout dans le monde. Depuis quelques années, le taux de mortalité des abeilles domestiques atteint fréquemment les 30% par an aux États-Unis. Et en 2013, ce taux dépassait les 20% dans de nombreux pays d'Europe du Nord. Les butineuses domestiques ne sont pas les seules victimes de ce phénomène mondial. Nombre d'insectes pollinisateurs sauvages, comme le bourdon, l'abeille sauvage ou certains papillons, sont également en danger. Or, ces insectes qui pollinisent les plantes à fleurs garantissent la reproduction de nombreuses espèces végétales. Et pas moins d'un tiers de l'alimentation mondiale résulte justement de cette pollinisation. Sans abeilles, fini les pommes, les oignons, les carottes, les citrons, les brocolis ou encore les artichauts. Les rayons des supermarchés d'aujourd'hui se videraient petit à petit. Resteraient surtout des céréales comme du blé, du riz ou du maïs. Le rôle de la pollinisation est d'ailleurs si crucial que sa valeur monétaire est estimée à 153 milliards d'euros par an dans le monde. Une fortune équivalent au PIB du Portugal ou de l'Irlande. Mais alors, comment expliquer une telle hécatombe? Chercheurs et apiculteurs évoquent une combinaison de facteurs. Premier sur le banc des accusés, les pesticides et engrais, et en particulier les néonicotinoïdes, les insecticides les plus utilisés au monde. On en retrouve dans des dizaines de produits tels que le cruiser, le gaucho ou le poncho, tous fabriqués par des géants de l'agrochimie. Ces substances agissent sur le système nerveux central des insectes. Ils sont désorientés, perdent la mémoire et ne retrouvent plus le chemin de leur ruche. Les abeilles, ainsi fragilisées, sont d'autant plus sensibles aux autres menaces qui planent sur elles. Depuis peu, elles ont affaire à un nouveau prédateur, le frelon asiatique. Arrivé de Chine, cette espèce se propage à toute allure et dévore les abeilles en grand nombre. De plus petite taille mais tout aussi féroce, le varroa, un acarien parasite, s'attaque aux abeilles adultes et aux larves. Il participe par ailleurs à la propagation de nombreuses maladies. Citons enfin le nosema, un champignon microscopique qui affecte le tube digestif des abeilles. Mais malgré leur nombre, les prédateurs acariens et autres parasites restent bien moins nocifs que les pesticides. Alors pour tenter d'enrayer le déclin des butineuses, la Commission européenne a interdit l'utilisation de 4 dangereuses substances entre fin 2013 et fin 2015. Mais ces décisions des pouvoirs publics sont encore bien timides. Cette interdiction, par exemple, ne concerne que l'Europe, et les néonicotinoïdes sont encore largement utilisés partout dans le monde. Pourtant, il y a urgence, car dans certains cas extrêmes, comme en Chine par exemple, le déclin des abeilles est si important que les hommes se substituent déjà aux insectes en pollinisant les vergers à la main.
C'est fini. Je ne pensais pas qu'elle finissait comme ça. Pour faire suite à cette petite vidéo introductive, je laisse la parole à Alix Sauve, scientifique à l'Université de Bordeaux, qui va vous présenter l'étude faite sur les pollinisateurs. Bonjour à tous, je vais vous présenter brièvement une étude pilote qu'on a conduite sur le territoire de Bordeaux Métropole sur les insectes. Alors, de manière amusante, même s'il y a quelques corrections, cette vidéo nous parle d'abeilles, sans préciser laquelle. Ça me semble assez révélateur du fait qu'on ignore souvent la diversité de pollinisateurs sauvages. Donc, c'est souvent des espèces auxquelles on ne prend pas garde. Ça peut être des mouches, des coléoptères, des papillons, également des abeilles sauvages. Et pour vous donner une petite idée, juste pour ce groupe-là, c'est à peu près 1000 espèces. Donc c'est très important, et c'est difficile de passer outre cette diversité, d'autant que ces pollinisateurs sauvages, ils ont un rôle véritablement complémentaire à l'abeille domestique pour le service de pollinisation. Alors, tout comme les abeilles domestiques, les pollinisateurs sauvages, ils sont soumis à un certain nombre de menaces, dont l'usage de pesticides, comme ça a été mentionné, mais également la destruction de leurs habitats. Et sur un territoire comme Bordeaux Métropole, ils sont pris en tenaille entre certaines pratiques agricoles et l'urbanisation, qui entraîne l'imperméabilisation des sols et donc la perte d'endroits où se nourrir et nicher. Mais d'un autre côté, la ville peut présenter un certain nombre d'avantages. Elle peut être fleurie, et depuis des directives type zéro phyto, eh bien, dans un certain nombre d'espaces, notamment publics, eh bien, il n'y a pas de pesticides. Du coup, c'est un peu difficile de prédire comment les pollinisateurs vont réagir à ce phénomène d'urbanisation, d'autant qu'on ne peut pas se concentrer juste sur la limite de la zone urbaine, où effectivement il y a des enjeux forts pour l'agriculture locale. En fait, on a besoin d'observations dans des lieux très contrastés. Ça va du centre-ville, par exemple, sur une plate-bande fleurie, à un bord de route ou une prairie en zone périurbaine. Donc on a besoin de beaucoup d'observations sur une grande surface du territoire. Donc pour ça, on s'est tourné vers un programme de sciences participatives développé par le Muséum national d'histoire naturelle et qui est spécifique aux insectes pollinisateurs et qui s'appelle le SPIPOL. Donc les programmes de sciences participatives permettent l'alliance entre chercheurs et citoyens, en l'occurrence dans ce cadre-là à l'acquisition de données d'observation protocolées. Donc, concrètement, le citoyen va se poster devant une plante en fleurs et photographier tous les insectes qui vont visiter ces fleurs pendant 20 minutes. Et ensuite, ces informations, elles sont remontées vers les chercheurs par le biais d'un site internet qui fait office de plateforme d'animation, mais également d'information et de mobilisation sur des enjeux comme la biodiversité de pollinisateurs et donc ses services. Donc nous, on a utilisé ce type de données. On a également acquis un grand nombre d'observations par nous-mêmes sur le territoire de Bordeaux Métropole. Et parallèlement, on a évalué la qualité des habitats du point de vue des pollinisateurs. Est-ce que j'ai à manger ? Est-ce que je peux nicher et donc me reproduire? Et ça, en se basant sur une cartographie d'occupation des sols, comme ce que vous avez là. Et puis, eh bien, ce qu'on a pu mettre en avant de manière préliminaire, c'est qu'on a des réponses très variées en fonction des groupes de pollinisateurs. Il y en a certains qui parviennent à exploiter le milieu urbain et d'autres qui, au contraire, ne parviennent pas à s'y maintenir. Or, c'est cette diversité de pollinisateurs qui est importante pour le maintien du service de pollinisation. Donc, il nous reste encore à éclaircir pourquoi on a ces réponses variées. Répondre à ces questions, ça contribue au développement et à l'amélioration de mesures de protection des pollinisateurs sauvages en ville. Donc les travaux auxquels s'apparente notre étude mettent déjà en avant qu'il vaut mieux éviter d'introduire massivement des abeilles domestiques, mais également qu'il est intéressant de favoriser des plantes nectarifères, même sur des surfaces très réduites. En bref, ménager des oasis pour les pollinisateurs sauvages en milieu urbain. Merci. Merci beaucoup. Les délais sont tenus encore une fois. Je vous félicite pour ça. Donc, pour passer à cette table ronde, déjà, je vous demande d'excuser Sophie Carlock qui n'a pas pu se libérer ce matin finalement. Mais donc, je vais me tourner vers vous, Manon Larouquère, pour nous présenter les travaux d'écobiose menés par la région Nouvelle-Aquitaine et nous expliquer en quoi la biodiversité, quels sont les apports de la biodiversité pour l'agriculture. Donc, Ecobiose est un comité scientifique régional sur la biodiversité et les services écosystémiques qui a été créé à l'initiative de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce projet il a été confié à Vincent Bretagnol, directeur du CNRS de Chizé. C'est un peu, comme on le disait un peu plus tôt, une déclinaison régionale de l'IPBS.
comme Acclimatera est une déclinaison du GIEC. Ce comité va regrouper 150 spécialistes qui ont étudié plus de 1000 publications scientifiques, dont 500 régionales, pour comprendre un peu le rôle de cette biodiversité. Le rapport est organisé autour du concept de socio-écosystème. Donc 6 ont été identifiés sur le territoire néo-aquitain et vont correspondre aux différents types de paysages qu'on retrouve. Les 3 premiers chapitres sont maintenant terminés. Ils concernent les plaines agricoles, les vignes et le vin, la forêt et filière bois. Et une synthèse a été publiée. Les autres sont encore en cours d'écriture, donc sur les milieux artificialisés, les milieux aquatiques et la gouvernance du projet. Et le rapport devrait être fini d'ici la fin de l'année. Concernant les premiers résultats sur les 3 premiers chapitres, les scientifiques ont pu montrer que l'augmentation de la diversité, de l'abondance d'abeilles permet d'augmenter le rendement des oléoprotéagineux de 30 à 40%. Également, l'augmentation de la diversité génétique ou spécifique au sein d'une parcelle va permettre d'accroître la production et la qualité de la biomasse. Ou enfin, concernant les vignes, la biodiversité interrang non cultivée va avoir un rôle majeur dans le fonctionnement des parcelles viticoles pour limiter l'érosion, stocker le carbone et favoriser la biodiversité, la faune qui peut avoir un rôle d'auxiliaire. Donc, on peut donc conclure que la biodiversité n'est pas une contrainte pour l'activité agricole. Il s'agit d'une solution et d'un facteur clé pour la transition agroécologique. Voilà. Et comme disait M. Bretagnol, la biodiversité apparaît comme une alliée de l'économie de la région Nouvelle-Aquitaine. Pourtant, elle est en déclin, et en particulier dans nos systèmes de production. Merci beaucoup. Et du coup, je vais me tourner vers vous. Pierre Gratadour, vous êtes maraîcher sur la métropole. Est-ce que vous pouvez nous parler, vous, dans votre pratique quotidienne, de l'importance de la biodiversité pour l'agriculture ? Oui, bonjour à tous. Oui, pour moi, la biodiversité au niveau agricole est indispensable dans un objectif de durabilité. J'observe sur mon exploitation familiale depuis que je travaille, ça fait 26 ans que je suis sur l'exploitation. Je suis passé à des pratiques en faveur de la biodiversité par étapes, bien sûr. Et au jour d'aujourd'hui, j'observe une biodiversité énorme d'insectes, de batraciens, enfin, de toutes les espèces végétales aussi. Et ça m'a permis aujourd'hui de limiter mes interventions sur mes cultures. C'est-à-dire que j'ai beaucoup moins de problèmes à régler au niveau prédateur sur les cultures que j'en avais avant. Donc en fait, les équilibres qu'on arrive à recréer, alors je suis prudent sur le mot équilibre parce que bon, on a tellement fait de mal au niveau de l'environnement qu'il est très difficile d'arriver à des équilibres parfaits qui ne seront peut-être un peu de l'utopie aujourd'hui. Mais c'est faisable, ça marche. Et je suis encore à faire des projets pour améliorer tout ça. Et on peut demain vivre du métier d'agriculteur en favorisant la biodiversité. Bien sûr, c'est le problème de tout le monde. Donc il faut aussi qu'il y ait les consommateurs qui soient aussi des acteurs, les municipalités, tout le monde, puisque bon, on a quand même un métier très difficile et il faudra quand même à l'avenir d'accepter de payer, disons, l'alimentaire à son juste prix. Merci beaucoup. Donc on voit l'impact de l'érosion de cette biodiversité qui peut menacer l'agriculture. Donc ma question suivante va se partager entre vous, Manon Larouquère, pour parler de la région, et vous, Madame Defrançois, pour une échelle métropolitaine et locale, sur donc quels dispositifs publics et privés existent pour une agriculture locale respectueuse de la biodiversité. Donc aujourd'hui, la région vient de voter sa feuille de route régionale concernant donc Néoterra, concernant l'accompagnement et la volonté d'accélérer la transition écologique et énergétique sur la région Nouvelle-Aquitaine. Cette feuille de route a été partagée en différentes ambitions. Donc concernant l'agriculture, il y a une ambition spécifique, donc ce qui est accompagner et accélérer la transition agroécologique. Et une autre ambition un peu plus transversale va concerner la biodiversité, qui a été faite en partenariat avec la direction de l'environnement.
et de l'agriculture. Concernant cette ambition agricole sur la transition agroécologique, on s'est concentré sur 2 principaux défis, qui est de sortir des pesticides et de mettre en œuvre plus de pratiques agroécologiques, mais également d'atténuer et de s'adapter au changement climatique. Donc pour cela, on a mis en place une stratégie qui se découpe en plusieurs étapes. Donc tout d'abord, qui est de créer l'environnement favorable au changement, en demandant aux filières de s'engager et à la profession agricole, tout en gardant en tête qu'il faut quand même avoir l'opportunité de créer de la valeur ajoutée pour notre agriculture. Donc ce qui va passer par des différents plans de filière, également avec les coopératives, la création d'un nouveau pacte bio, la mise en place d'un plan protéines régional, la mise en œuvre de la feuille de route qui a déjà été écrite sur les circuits alimentaires locaux. Il faut également, pour créer cet environnement favorable au changement, continuer à mobiliser la recherche, l'expérimentation et l'innovation, qui va passer par la création d'un cluster sur le biocontrôle ou encore la mise en place, dans le cadre de VitiREV, de laboratoires d'innovation territoriale pour engager massivement les acteurs du territoire. Ensuite, la seconde stratégie est de faire évoluer durablement les pratiques de chaque agriculteur de Nouvelle-Aquitaine en faisant tout d'abord émerger les précurseurs et en les accompagnant. Donc, ce qui va passer par des appels à manifestation d'intérêt pour sortir des pesticides ou encore des fonds assurantiels, le développement de tout ce qui est certification comme la haute valeur environnementale ou l'agriculture biologique. Et enfin, on souhaite massifier ces bonnes pratiques et les généraliser en aidant les agriculteurs à l'investissement, en rémunérant les bonnes pratiques et en diffusant les systèmes qui fonctionnent. Concernant juste les ambitions sur la biodiversité, on a des projets du coup en commun avec la direction de l'environnement qui concernent par exemple un appel à manifestation d'intérêt sur les territoires sans pesticides, donc qui va plus concerner les collectivités, ou encore le programme ressources. Merci beaucoup. Béatrice de François, si vous voulez compléter à une échelle plus locale et métropolitaine. Oui, beaucoup de choses ont été dites sur le projet de la région et on se rejoint effectivement. Moi, je voudrais commencer par dire une chose. L'agriculture, il ne faut jamais oublier que les agriculteurs ont besoin de vivre de leur production. Ça, c'est pour moi un préalable important. La deuxième chose, il faut garder aussi le lien qu'il y a entre l'agriculture et la nature. Ce n'est pas dissociable. Il faut les deux. Quand on parle d'environnement, les deux vont ensemble. Et je pense que vous avez parlé tout à l'heure d'urbanisme. Il y a la planification urbaine qui est un outil donné à la métropole notamment pour que l'on puisse préserver des terres urbaines et accompagner les agriculteurs. Mais là encore, on se trouve devant une dichotomie de nos concitoyens. Ils veulent à la fois manger bio, ne pas payer plus cher, et ils ne veulent pas que l'on densifie. Donc si on veut préserver l'environnement, l'agriculture, la biodiversité, à un moment donné, il faut que l'on éduque, que l'on accompagne les mentalités. Tout à l'heure, on parlait de villes sales parce qu'il y avait des mauvaises herbes. Je fais exprès d'employer le terme mauvaises herbes. Et je pense que nous avons tout ça à faire. Ne jamais oublier aussi que l'agriculture, on a parlé des pesticides, le manger sain, la sécurité alimentaire, c'est aussi un problème de santé publique. Et nous, acteurs locaux, que ce soit la région, le département, bien sûr la métropole, si au plus haut niveau de l'État, on ne prend pas les décisions qui vont bien, ça ne peut pas fonctionner. Alors ce que nous mettons en place aussi, en plus de la planification urbaine ici, nous avons un plan d'action métropolitaine et nous allons certainement à la fin de l'année voter un règlement d'intervention parce qu'il faut accompagner les agriculteurs à la conversion. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut 2 ans, 3 ans, voire plus, comme le disait Pierre Grattato. Et ça a un coût. Et il faut que nous soyons là pour les accompagner aussi financièrement, parce que c'est un mot qui a été pas du tout évoqué aujourd'hui, mais il y a quand même un aspect financier pour les agriculteurs et pour les collectivités qui veulent les accompagner. Il faut aussi, ça a été dit par la région, aller sur l'innovation à la fois sur la production, comment produire différemment, et l'innovation sur la commercialisation, sur les circuits courts. Il y a les AMAP, mais il y a aussi aller directement chez l'agriculteur, le maraîcher, acheter ses légumes et autres. Et ça passe aussi par ces solutions-là. Je pense que le reste, sur la pollinisation, effectivement, là aussi,
c'est Clément Rossignol tout à l'heure qui le disait, les moustiques, etc., font partie de notre environnement. Si on veut d'autres pollinisateurs que les abeilles, eh là aussi c'est pareil, il faut accepter peut-être de se faire piquer par un moustique de temps en temps, même si c'est fort désagréable. Non, pas d'accord? Si, sauf que la biodiversité aide à lutter contre le moustique. Voilà, j'allais y venir. J'ai beaucoup moins de moustiques chez moi que la plupart des métropolitains. J'allais y venir tout à l'heure par rapport à la grenouille qui a été citée justement sur l'exploitation. Donc c'est un ensemble. Et la biodiversité, il ne faut pas la regarder par le petit bout de la lorgnette, mais c'est vraiment, il faut avoir une vision d'ensemble, une vision générale sur l'ensemble de nos territoires et dans le monde entier, bien sûr. Merci beaucoup. Du coup, une dernière question à l'ensemble des participants, mais surtout à vous, Pierre. Quelle est l'évolution des pratiques culturelles face aux enjeux climatiques et à cette perte de biodiversité? Donc, comment on s'appuie plus sur la biodiversité en termes de pratiques? Et qu'est-ce que vous pensez du principe de complantation, donc cette méthode ancienne qui a été utilisée pour les cépages et qui va consister à mélanger les espèces sur une même parcelle pour une meilleure résistance au climat sec et chaud, par exemple? Mais tout à fait, c'est quelque chose que je pratique du fait que je pratique de la vente directe au niveau commercial et je cultive énormément d'espèces différentes et je morcelle beaucoup mes parcelles elles-mêmes en mettant plusieurs espèces de légumes ensemble, voire planter des fleurs au milieu des cultures, etc. Là, cette année, j'ai planté plus de 400, un peu moins de 400 mètres linéaires de haies. Donc de haies composées qui permettent d'apporter de la biodiversité, qui sont aussi des coupe-vents. Et bon, vu qu'on a un réchauffement climatique, ça apporte aussi de la fraîcheur. Ça limite l'impact de l'évolution climatique sur les cultures et sur l'effet du climat. Donc tout se tient en fait. Là, dans biodiversité, c'est ça. C'est le mot diversité, c'est ce qu'il faut reconnaître. Sans diversité, on va à la catastrophe. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter un mot? Allez-y. Oui, peut-être là-dessus aussi, dire aussi que l'agriculture, c'est de la main-d'œuvre. C'est de l'économie, c'est de la main-d'œuvre. Et quand on parle de diversité, il faut aussi de la main-d'œuvre pour entretenir tout ça. Et il y a deux choses. Il y a la viticulture pour la plantation, et il y a aussi, après, ce qui se faisait autrefois, effectivement, du côté de Nantes, etc., dans les vergers, où on plantait, effectivement, comme le fait Pierre Grattato, d'autres espèces. Mais il ne faut pas oublier aussi cette main-d'œuvre, et on a besoin de formation, je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans mon propos. Merci beaucoup à toutes et à tous. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter un complément, poser une question dans la salle avant de conclure ce petit déjeuner? Allez-y, oui. Oui, Bob Clément. Je voulais juste préciser une chose. C'est le fait qu'à l'échelle de la métropole, je crois que la biodiversité, elle se joue beaucoup à l'échelle des jardins privés. Et qu'à ce titre, il y a un enjeu important qui concerne le volet paysager du permis de construire. Parce qu'en fait, ce volet paysager, c'est vraiment lui qui porte le végétal et la biodiversité, y compris en termes de qualité de vie, à l'échelle d'un grand nombre de quartiers de la métropole. Donc je crois qu'il y a vraiment un enjeu dans l'instruction du volet paysager du permis de construire, également dans le contrôle de sa conformité. Et j'avais proposé au colloque Ortis la semaine dernière, un peu au titre de boutade, de transformer le PC, le permis de construire, en permis de construire et de paysager. C'est une mesure un peu symbolique, mais qui, à mon sens, permettrait de renforcer la place de la nature dans le permis de construire. Merci beaucoup pour cette intervention. Allez-y, oui. Juste effectivement pour renforcer ce que disait Bob Clément, alors c'est vraiment à la phase permis, mais même en amont, je pense que ça peut aussi se jouer parce qu'effectivement, l'équilibre 50-50, espace de nature, espace urbain, on l'a déjà inscrit dans le PLU. Je travaille au service planification urbaine. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux à l'intérieur de l'enveloppe urbaine en fait existante, parce que ce n'est pas sanctuarisé forcément ces espaces. Et quand on est en moyenne entre 30 ou 40% maximum d'espace en pleine terre dans la ville urbaine,
dans le tissu urbain, ce qu'on appelle zone U, multifonctionnelle ou aussi zone économique, c'est difficile de faire venir de la biodiversité dans les tissus constitués si on n'a pas suffisamment d'espace en pleine terre. Sauf qu'on se retrouve avec un équilibre qui est difficile à trouver parce que, comme il était justement dit précédemment, c'est qu'on a un peu peur de la densité. Donc, on ne veut pas trop monter non plus en hauteur. Donc, si on ne monte pas, il faut quand même accueillir des habitants. Donc, on a tendance à s'étaler, à venir imperméabiliser les parcelles urbaines. Donc, moins d'espace en pleine terre et moins de biodiversité. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir? Allez-y. Oui. De l'éclairage urbain? Alors peut-être Mathilde Lémarie, si tu peux répondre donc, sur l'impact de la lumière artificielle sur la biodiversité. Donc en fait on a travaillé, donc là moi c'est direction de la nature et donc on a travaillé avec la direction du développement durable et le service de l'éclairage public. Justement on va lancer un marché public pour définir l'impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité à Bordeaux Métropole et définir un plan d'action qui intégrera le plan lumière pour justement réduire les points de conflit entre la lumière et la biodiversité. Donc c'est un travail qui va commencer en début d'année 2020, voilà, pour une dizaine de mois. Et après, il y aura tout le travail effectivement de mise en œuvre du plan d'action qui pourra passer par de l'extinction ou du changement de typologie de lumière, d'éclairage, etc. On parlait de biodiversité au niveau aussi du particulier. Je rejoins monsieur, moi sur un sujet que je connais mieux. Il se développe de plus en plus, et tant mieux, ce qu'on appelle les jardins familiaux, c'est bien. Mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait un accompagnement de ces gens-là qui ne connaissent rien aux pratiques culturelles et aux bonnes pratiques pour la biodiversité. Enfin, je le sais parce que j'ai un ami à moi qui loue des terres justement et qui se bat avec ses locataires pour qu'ils aient des bonnes pratiques. Donc ça, je pense que ça fait partie aussi d'un volet important à suivre et à accompagner les citoyens qui veulent se mettre au jardin pour ne pas faire n'importe quoi. Une dernière intervention pour réagir soit au sujet de l'agriculture ou plus globalement sur l'ensemble des thématiques. Juste pour répondre à M. Gratadour, il y a la direction des espaces verts de Bordeaux Métropole qui a un programme d'accompagnement en termes de jardins familiaux et de jardins partagés. Donc en fait, l'idéal, c'est que la personne que vous connaissez qui loue les terrains contacte la direction des espaces verts et il y a un accompagnement avec des associations spécialisées, comme Ras du Sol, je crois, de mémoire. Et simplement, peut-être pour moi finir par une question, parce qu'on a beaucoup parlé de Bordeaux, mais la métropole, c'est quand même un peu plus étendu, il y a beaucoup d'espaces naturels différents. Et terminer par une question en disant qu'est-ce qu'on entend par agriculture urbaine ou agriculture périurbaine. Voilà, est-ce que quelqu'un souhaite répondre ou on finit sur cette question? Bon, merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce petit déjeuner de la biodiversité. Avant que vous partiez, je vous donne rendez-vous le 6 décembre pour la grande journée territoire engagée pour la nature organisée pour vous présenter justement les résultats de 3 ans de stratégie biodiversité avec des présentations, une exposition, des tables rondes et également des ateliers qui seront organisés ici à l'hôtel de la Métropole et vous inviter à rester boire un café et continuer à prendre le petit déjeuner pour avoir des échanges et si vous le souhaitez, continuer à poser des questions à l'ensemble de nos intervenants. Merci à tous et bonne journée.